On va démarrer donc ce live sur la charge d'entraînement, comme je disais dans la continuité de l'article intitulé No Pain No Gain, au sujet de cet article que j'ai écrit pour essayer de discuter de la charge d'entraînement optimale en triathlon. Donc alors le premier point qui est important à expliquer, c'est cette notion de charge d'entraînement. Effectivement, l'un des principes de base de la préparation physique, c'est effectivement le principe de surcharge, et qui veut que pour progresser sur le plan physiologique, pour progresser sur le plan mental, pour progresser sur le plan des performances sportives, à un moment ou à un autre, il faut réaliser des charges d'entraînement inhabituelles. Et donc, il faut sortir un petit peu de la routine qu'on peut avoir, de la routine d'entraînement que l'on a en temps normal. Donc cette notion de surcharge, elle est très importante parce que c'est suite aux phases de surcharge qu'on va obtenir des phénomènes de surcompensation et donc la progression. Donc dans cette logique-là, effectivement, on peut tout à fait imaginer que, voilà, comme était intitulé l'article, No Pain No Gain, que si on s'entraîne pas dur, si on s'entraîne pas de manière douloureuse, on va pas avoir de gain, on va pas avoir de progression. Alors ça, c'est à la fois vrai, mais il faut un petit peu pondérer le propos parce que, bien entendu, l'objectif c'est pas de s'entraîner tout le temps dur. Parce que si on s'entraîne tout le temps dur, eh ben on ne respecte pas l'un des autres principes de la préparation physique, qui est le principe d'alternance entre l'entraînement et la récupération. Donc il faut, comme je dis souvent, à la fois savoir s'entraîner dur par moment, mais aussi récupérer de manière intensive à d'autres. Et c'est ce mix entre les phases d'entraînement, en particulier les phases de surcharge et les phases de récupération, qui va permettre de progresser. D'où la notion derrière de planification, la notion de cycle d'entraînement, voilà, pour petit à petit franchir des paliers et arriver dans une forme optimale, sur son pic de forme au moment voulu. Alors quelle est la charge d'entraînement optimale? Alors ça, c'est une question qui est loin d'être simple à répondre comme ça en quelques minutes, parce que chaque athlète a ses caractéristiques physiologiques, son expérience, et donc par conséquent la charge d'entraînement optimale, elle est très variable selon les sportifs. Elle est aussi très variable selon les objectifs que l'on prépare. Entre quelqu'un qui ferait du triathlon format XS, format sprint, et quelqu'un qui préparerait une saison de triathlon longue distance type Ironman, effectivement la charge d'entraînement va être assez différente, en tout cas dans son contenu et dans sa réalisation. Donc la charge d'entraînement optimale, c'est une charge d'entraînement qui doit permettre à l'athlète de progresser, par palier en tout cas, d'être dans une forme optimale au moment de ses objectifs, et à contrario, une charge d'entraînement qui ne serait pas adaptée, ce serait une charge d'entraînement qui serait probablement excessive. C'est plus souvent dans ce cas de figure, et qui donc contribuerait à générer un surmenage, je dirais peut-être permanent, voire à du surentraînement, parce que voilà, cette charge d'entraînement, elle est mal calibrée, elle est mal dosée, et elle est peut-être mal aussi organisée dans la saison. Donc pour que l'entraînement soit efficace, il faut que la charge d'entraînement soit individualisée. Il faut que cette charge d'entraînement elle soit évolutive tout au long de la saison. Et on en revient à un troisième principe de préparation physique qui est incontournable, c'est la notion de progressivité. Parce que voilà, selon le moment de la saison, selon je dirais le temps qui sépare des objectifs, et bien effectivement cette charge d'entraînement elle va être plus ou moins importante et plus ou moins longue dans sa mise en œuvre.
toujours dans la continuité de la charge d'entraînement optimale et surtout de comment on évalue cette charge d'entraînement. Alors là, on rentre dans des considérations un petit peu techniques, mais c'est vrai que déjà la manière la plus simple, et c'est fait depuis que l'entraînement existe, on essaie de quantifier l'entraînement par le temps passé à s'entraîner. Donc évaluer une charge d'entraînement, ça peut être fait par le nombre d'heures d'entraînement. Ça peut aussi être fait par le nombre de kilomètres parcourus dans chacun des 3 sports. Ça peut être fait en évaluant aussi le nombre de séances réalisées. Ça peut être fait avec ces 3 paramètres assez simples, bien sûr à coupler et à regarder en parallèle, à enregistrer en parallèle. Après, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, la charge d'entraînement peut aussi être évaluée de manière un petit peu plus physiologique en se basant sur des données de fréquence cardiaque et notamment en évaluant ce qu'on appelle les TRIMS, donc les Training Impulse. Voilà, donc là on rentre dans des considérations assez techniques, mais si on enregistre effectivement toutes ces séances d'entraînement avec un cardio-fréquence-mètre, on peut calculer une charge d'entraînement hebdomadaire, mensuelle, annuelle, en se basant sur l'impact physiologique et en particulier sur l'impact cardiovasculaire de séances d'entraînement. Plus récemment, et notamment c'est valable pour le cyclisme, la mesure de la puissance, dont nous aurons le plaisir de reparler dans les prochains mois, à la fois dans les articles de Trimax Magazine mais aussi probablement en live. La mesure de la puissance permet, pour ce qui est du vélo, en tout cas actuellement, pour ce qui est du vélo, d'évaluer de manière encore plus précise la charge d'entraînement réalisée en évaluant le nombre de watts produits, le débit d'énergie qui est engagé par l'athlète pour réaliser ces séances d'entraînement. Donc à partir de l'enregistrement des watts avec un capteur de puissance, aujourd'hui on peut mesurer de manière extrêmement fine l'énergie dépensée à l'entraînement et donc la charge d'entraînement en cyclisme. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur ce thème, mais c'est vrai que définir une charge d'entraînement optimale pour un athlète, ça repose déjà sur un point important qui est de mesurer la charge d'entraînement de manière continue tout au long de la saison pour mesurer, donc évaluer de manière continue et quantifier l'entraînement effectué par le sportif. Pour terminer sur cette évaluation de la charge d'entraînement et la manière dont l'athlète assimile l'entraînement qu'il réalise, c'est vrai que l'évaluation des sensations et leur évolution tout au long de la saison peut aussi contribuer en complément des autres paramètres dont j'ai parlé précédemment, à évaluer la manière dont on encaisse et on assimile une charge d'entraînement. Donc noter ces sensations avec une échelle de Borg, avec des échelles de fatigue tout au long de la saison, c'est un point très important, en tout cas pour nous les entraîneurs et pour les athlètes qui cherchent à comprendre comment leur organisme répond à l'entraînement. Voilà, c'est noter tous ces paramètres et en particulier les sensations, c'est des choses très importantes à réaliser tout au long d'une saison ou sur plusieurs saisons pour quantifier tous ces paramètres. Alors ensuite j'ai parlé de notions de charge d'entraînement, un petit peu de charge d'entraînement optimale, les notions de surcharge dont j'ai parlé dans l'article de manière un petit peu plus approfondie, avec en mettant un peu l'accent sur les stages d'entraînement, sur les moments où il faut surcharger à l'approche d'un objectif. Et puis pour un petit peu conclure sur ce thème de la charge d'entraînement et du no pain no gain, je voudrais mettre un petit focus sur la notion de zone de confort. C'est vrai que beaucoup d'athlètes
ont tendance à, je dirais, à évoluer dans leur zone de confort à l'entraînement. Et voilà, et alors ça peut être essentiellement des athlètes qui ont déjà une petite expérience de l'entraînement triathlon, peut-être quelques années. Et c'est vrai que quand on s'entraîne toujours de la même manière, qu'on est dans sa zone de confort, qu'on réalise des séances un petit peu habituelles en solo avec les copains, bon bah c'est vrai qu'assez rapidement il y a un plafonnement qui s'opère dans le niveau de performance du sportif. Et donc pour progresser, et je fais vraiment le lien avec l'article, il faut par moment savoir sortir de sa zone de confort, se faire un peu mal, soit parce qu'on fait plus de volume, soit parce qu'on enchaîne les séances, soit parce qu'on fait plus d'intensité, ou les trois en même temps, hein, comme par exemple lors d'un stage d'entraînement ou d'un enchaînement de compétition. Voilà, dans ces moments-là, il faut savoir rentrer dans des états de fatigue et dans je dirais une rupture de ce qu'on appelle l'homéostasie, donc l'équilibre physiologique, pour ensuite générer de la progression et générer, pourquoi pas, un pic de forme si c'est l'objectif de préparer un triathlon spécifique à un moment précis. Alors dans ces moments-là, par exemple, si on prend l'exemple d'une préparation d'un triathlon estival, courte distance ou longue distance, c'est vrai que grosso modo, dans le dernier cycle d'entraînement, à l'approche de l'objectif, on peut planifier ce qu'on appelle un cycle qui vise à avoir un pic de forme, donc c'est un peu un cycle final. Et là, de manière extrêmement schématique, environ un mois avant l'objectif, il faut savoir se rentrer un petit peu dans le lard et se faire un peu mal, sortir de sa zone de confort pour aller stimuler son organisme, stimuler son mental et après une phase d'affûtage adaptée, arriver sur son pic de forme. Alors dans ces moments-là, dans ces phases un petit peu plus intensives et dans ces phases de surcharge plutôt, il ne faut pas hésiter à enchaîner les séances chaque jour, voire même 2 fois par jour, pendant une durée qui peut être variable, qui peut durer une semaine, 10 jours, 15 jours. Ça dépend vraiment d'une multitude de paramètres et notamment de la disponibilité qu'on a pour s'entraîner. Voilà, donc dans ces moments-là, à l'approche de l'objectif, un mois avant, il ne faut pas hésiter effectivement à sortir du ronron de l'entraînement hivernal et de l'entraînement habituel pour faire plus et donc ensuite envisager, espérer une progression proportionnelle, je dirais, à l'entraînement mis en œuvre. Alors bien entendu, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais c'est vrai que qui dit entraînement un peu plus chargé, dit qu'il faut aussi avoir du temps pour se reposer et pour enchaîner les séances. Donc il y a toujours un lien entre entraînement et récupération. Rien ne sert de s'entraîner comme un malade pendant 10-15 jours à l'approche de son objectif de la saison, si en parallèle vous avez peu de temps pour dormir, énormément de travail et pas vraiment de disponibilité pour vous entraîner. Donc voilà, j'y répondrai peut-être à certaines questions spécifiques, mais voilà, attention dans ces moments-là qui se prolongent pas trop et de faire des phases de surcharge dans de bonnes conditions avec le temps pour bien dormir et pour se reposer et pour assimiler cet entraînement cet entraînement un peu plus intense. Voilà, alors je vais essayer de répondre aux questions qui ont été posées. Alors il y a Michael qui nous pose: que penses-tu des appareils type complexe? Alors je suis désolé Michael, mais c'est pas vraiment le thème du jour. Voilà, je vais pas donner mon avis sur les appareils type complexe. Je vais donner un petit avis sur l'électrostimulation. C'est vrai que l'électrostimulation est très intéressante à des fins de récupération, dans des phases de surcharge d'entraînement par exemple. L'électrostimulation est très intéressante dans des phases de réhabilitation si on est blessé, parce que ça permet de continuer à garder un petit entraînement musculaire malgré une incapacité à poursuivre un entraînement triathlon classique. Et puis dans des phases de surcharge, ça peut aussi être une manière de faire ce qu'on appelle de la pré-fatigue ou de la post-fatigue après des séances d'entraînement spécifiques, en utilisant le complexe chez soi ou au travail. Voilà. Donc bon,
c'est utile. Après, comme souvent, la complexité, c'est pas de reproduire ou de dire tel ou tel type de séance est intéressante. Ce qui est compliqué dans l'entraînement, c'est l'articulation de toutes les séances d'entraînement dans une planification intelligente, globale, qui tient compte de toutes les caractéristiques du sportif. Voilà, et voilà, avec toujours l'objectif de permettre à l'athlète de progresser régulièrement, de franchir des paliers et d'être dans la meilleure forme possible le jour J. Alors, ça c'est bon. Ensuite, Clément nous dit 4 semaines de training intense, j'en suis là. Alors bon, c'est pas vraiment une question, plus un commentaire. Alors 4 semaines de training intense, oui, ça peut être tout à fait envisageable pour des athlètes expérimentés. Par contre, attention, quand on s'entraîne de manière extrêmement soutenue pendant plusieurs semaines consécutives, avec des plages de récupération qui sont très courtes, on peut assez rapidement se retrouver sur le fil du rasoir, dans le sens où la frontière entre la grande forme et la méforme est souvent très ténue dans la préparation d'un objectif et dans les semaines qui précèdent un objectif triathlon. Donc voilà, je dirais que si on fait que ça, bon, pourquoi pas. Si à côté de sa vie de triathlète, on a une activité physique, une activité professionnelle relativement intense et une activité familiale relativement dense elle aussi, il faut faire très attention parce que la charge d'entraînement je dirais c'est la charge globale aussi de tout ce qu'on fait chaque semaine. Et je dirais qu'en tant que préparateur physique, en tant que coach, j'ai déjà eu à gérer des cas particuliers ou avec des personnes qui voulaient beaucoup s'entraîner, mais qui à côté de ça travaillaient beaucoup, avaient, je dirais, toute une famille derrière qui demandait, je dirais, de la présence et de l'attention. Et c'est vrai que au-delà de la charge d'entraînement pure triathlétique, il y a effectivement une charge globale de choses à faire et d'un stress qui est imposé à l'organisme, qui peut vite conduire à des états de surmenage, pour pas dire de burn-out, si on cherche à tout faire en même temps. Donc lorsque l'on prépare un Ironman par exemple, parce que c'est le cas typique je dirais de beaucoup d'athlètes qui veulent intégrer un entraînement relativement conséquent, tout en menant tout en ayant de front une vie professionnelle et une vie familiale. C'est vrai que voilà, ça peut être compliqué à gérer parce que les phases de récupération notamment sont insuffisantes, très courtes. Donc il faut savoir intégrer tous ces paramètres et rien ne sert de s'entraîner comme un fou si à côté de ça on travaille à fond et qu'on a une famille à gérer et voilà, une famille à gérer. Donc attention à tout ça. Et moi personnellement, j'ai une devise pour les athlètes amateurs qui sont souvent sur plusieurs fronts. C'est mieux vaut en faire un peu moins qu'un peu trop. Parce que si on en fait un peu moins, on progressera sans doute un peu moins. Mais si on en fait un peu trop, on a de fortes chances à un moment ou à un autre de se retrouver en difficulté. Alors j'espère avoir répondu à la question. Je vais ensuite essayer de répondre à une autre question de Tidave qui me demande comment savoir si c'est trop. Alors comment savoir si c'est trop, ça c'est un petit peu subtil. C'est trop si vous avez du mal à récupérer, avec notamment des difficultés à un sommeil qui s'altère, des problèmes d'humeur, une nervosité au quotidien qui est un peu excessive,
Sur le plan physiologique, une fréquence cardiaque de repos le matin au réveil qui est anormalement haute, etc. Voilà, donc il y a un ensemble de paramètres cliniques qui peuvent laisser penser qu'à un moment ou à un autre, la charge d'entraînement elle est excessive. Et puis personnellement, voilà, je vais vous lire un peu mon expérience de coach, c'est vrai que quand un athlète commence à avoir des petites pathologies, des petites blessures, hein, tout ce qui en fait traduit un état inflammatoire un peu excessif, donc les tendinites, les sinusites, les rhinopharyngites, les périostites, voilà, tout ça c'est des voyants rouges qui s'allument et qui doivent laisser penser que la charge d'entraînement est probablement un peu excessive et qu'il est temps de se reposer. Voilà, donc soyez à l'écoute de votre corps. Si vous avez du mal à avoir le recul nécessaire, référez-vous à un coach, faites appel à un coach spécialisé du triathlon, le plus expérimenté possible, le plus diplômé possible, votre coach de club, un coach privé, etc. Et donc voilà, il vous aidera à gérer tout ça au mieux pour vous permettre de progresser et de ne pas trop en faire. Alors, j'ai une autre question de Jean-Noël qui nous dit comment bien débuter dans le tri. Ça c'est un petit peu compliqué. Comment bien débuter dans le tri? Je dirais que la première étape c'est de pratiquer un petit peu chaque sport chaque semaine, hein, en faisant une séance de chaque discipline chaque semaine. Et puis assez rapidement, je pense qu'il faut aussi songer à s'inscrire à une épreuve, et en commençant logiquement c'est plus progressif. Et moi en tant que professionnel d'entraînement, je préfère qu'on démarre par une épreuve courte plutôt que tout de suite par quelque chose de très long. Voilà, mais il faut se lancer dans le bain, hein, nager, courir, pédaler, soit rejoindre un club, soit rejoindre un groupe d'entraînement, soit contacter un coach. Mais c'est vrai que une fois que on a pris un petit peu ses repères dans les sports, il ne faut pas hésiter à demander conseil, parce que l'entraînement c'est une science, ça nécessite beaucoup d'expérience, et il vaut mieux être bien conseillé, parce qu'on peut vite faire des bêtises, se blesser, trop en faire, avoir un matériel inapproprié, etc. Donc faites appel à des experts. Alors je poursuis, Maximus qui demande comment maintenir une bonne charge pour ne pas perdre avec des compètes tous les week-ends. Alors là on rentre dans une problématique très spécifique, qui est une problématique vraiment de pur compétiteur qui va enchaîner les courses. Si effectivement les compétitions s'enchaînent tous les week-ends, c'est un stress chaque week-end, hein, physique, psychologique. Il n'y a pas meilleur comme entraînement, hein, que de faire des compétitions, parce que c'est ce qu'il y a de plus intensif et de plus spécifique. Et donc il faut faire attention à l'entraînement qu'on va mettre en œuvre entre les compétitions, parce que il faut pas trop en faire. Donc personnellement, je dirais que si on a une série de courses et qu'on veut performer sur chacune des courses, parce qu'on marque des points, parce que sais-je, on veut être performant à chaque course, il vaut mieux se cantonner à un entraînement à viser entretien entre les compétitions. Voilà. Maintenant, si on a une série de compétitions un peu incontournables, mais qui visent à préparer un objectif plus important, là on peut effectivement durcir un peu le travail. Mais voilà, là on rentre vraiment dans une problématique très individuelle. Donc Maximus, je vous invite à prendre contact avec quelqu'un qui va vous aider à rationaliser tout ça et à éviter de trop en faire. Voilà, pour essayer d'être le plus performant possible. Alors ensuite, Nicolas qui nous dit: j'ai tendance à considérer mes jours nat comme des jours de récup. Du coup, j'ai l'habitude d'avoir un jour de repos réel, voire 0, sans ressentir de surentraînement. Est-ce à tort? Alors effectivement, c'est une très bonne remarque, parce que la chance, je dirais, en triathlon, c'est que il y a 3 sports et qu'ils ont une certaine complémentarité. L'un des gros avantages de la natation, c'est que effectivement, ça permet de continuer à s'entraîner, de maintenir un stimulus d'entraînement
sans forcément avoir les mêmes répercussions physiologiques sur, je dirais, sur les autres sports. Donc on peut tout à fait faire des séances de natation technique, des séances de natation foncière, qui vont au contraire même contribuer à aider à récupérer des séances de vélo et de course à pied. Donc si c'est bien agencé, effectivement, les séances de natation, ou les jours de natation, sont presque des jours de récup active, en tout cas pour les autres sports. Alors maintenant, lorsque l'on s'entraîne un petit peu toutes les semaines de la même manière, sans avoir vraiment de jours de repos, on va progresser pendant un certain temps. Et puis après quelques mois d'entraînement comme ça, on va dire 2-3 mois, on va commencer à plafonner. Et puis à un moment, un autre, on va commencer à régresser. Hein, comme je l'ai dit au tout début, la récupération est le corollaire incontournable de l'entraînement. Et donc à un moment ou à un autre, il faut qu'il y ait des jours de repos. De repos où on ne s'entraîne pas. Alors ça peut être des jours, mais ça peut aussi être des semaines de récupération. Et ça c'est très important de respecter, surtout pour une saison entière de triathlon, de respecter des cycles avec peut-être 2, 3, 4 semaines, 5 semaines si on est très aguerri d'entraînement consécutif, avec assez peu de phases de repos, 1 ou 2 jours par semaine maximum. Et puis à l'issue de ce cycle d'entraînement de 3, 4, 5 semaines, respecter un bloc de récupération qui peut durer une semaine, 10 jours, voilà, bon, tout dépend, là on rentre là encore dans des problématiques d'individuation, mais classiquement c'est une semaine, voilà, une semaine de récupération à l'issue de chaque bloc d'entraînement. Donc dans ces moments où on cherche à se reposer, à récupérer, la natation s'inscrit bien dans une logique de récup active, mais auquel cas il ne faut pas que ce soit trop intensif et trop dur, parce que quand on commence à faire des séances longues, des séances intenses de natation, il y a aussi un stress physiologique qui intervient. Alors Grégoire nous dit qu'il a été victime d'une fracture de fatigue. Dans combien de temps après la consolidation pourrais-je recommencer l'entraînement? Alors les fractures de fatigue, c'est un phénomène qui intervient quand on s'est trop entraîné. Généralement après un entraînement plutôt course à pied, c'est plutôt la course à pied de par les vibrations et les impacts sur les os que l'on a des fractures de fatigue. C'est un petit peu on peut aussi, les périostites sont un petit peu dans le même registre, un problème osseux au niveau du périos de l'os. Donc une fracture de fatigue, c'est quand on en a trop fait et à un moment ou un autre, quand la charge est excessive, à un moment l'os dit stop et voilà, il se casse. Voilà, l'os classiquement pour être tranquille c'est 90 jours. Donc je dirais que un entraînement régulier peut être envisagé, une reprise d'entraînement régulier peut être envisagée 90 jours après la fracture. Avant, il faut être très raisonnable parce que sinon on risque de prolonger le problème et gâcher une saison parce qu'on a voulu reprendre trop vite. Donc n'hésitez pas à bien respecter les délais proposés par vos médecins parce que voilà, et dans le cadre d'une fracture osseuse, c'est 90 jours. Alors, Olivier nous dit « Bonsoir, je débute à 53 ans après avoir stoppé le sport quelques années. Je cours peu car arthrose. » D'accord. Oui, écoutez, j'ai du mal à cerner la question, mais globalement, effectivement, quand on a de l'arthrose, il faut faire attention de pas générer des problèmes encore plus importants en s'entraînant de manière excessive. Donc globalement la douleur est un signal. C'est vrai que tout à l'heure on a parlé, une des questions était comment savoir si l'entraînement est excessif. C'est vrai que quand on commence à avoir des douleurs articulaires, des douleurs musculaires qui ne passent pas, malgré le repos, malgré les soins,
bon, c'est des voyants qui s'allument et qui, je dirais, doivent inciter à la prudence, à la réduction de la charge d'entraînement, voire même au repos, voilà, ou en tout cas à l'adaptation de la manière dont on s'entraîne pour éviter que les problèmes s'amplifient. Donc voilà, et quand on est un athlète, je dirais, vieillissant, et c'est valable pour nous tous, mais en particulier pour les athlètes de plus de 50 ans, il faut savoir être raisonnable et adapter sa pratique pour pouvoir pratiquer longtemps. Voilà, donc la douleur est un signal, il faut s'adapter pour, je dirais ensuite, voilà, pouvoir avoir une pratique pérenne. Alors, par quoi compenser la course à pied en cas d'arthrose? C'est la suite de la question d'Olivier que je n'avais pas vue. L'idéal, c'est de compenser par les autres activités, hein, donc la natation, le vélo. Après, si on veut vraiment poursuivre une activité, je dirais, un peu similaire à la course à pied, il y a une activité qui est excellente pour maintenir certains acquis techniques, c'est l'aquajogging. Donc il ne faut pas hésiter effectivement en cas de blessure du train locomoteur, donc au niveau des membres inférieurs, voilà, il ne faut pas hésiter à faire de l'aquajogging pour compenser le fait de ne pas pouvoir pratiquer la course à pied normalement. Voilà. Et puis après, je pense qu'on peut maintenir un très bon niveau de condition physique en faisant une dominante natation et vélo avec en parallèle de l'aquajogging, du gainage, un peu de renforcement musculaire spécifique pour, voilà, je dirais, maintenir un bon niveau de force. Voilà, hein, donc il y a toujours des solutions et c'est la chance du triathlon, c'est qu'on peut toujours compenser par l'un ou l'autre des trois sports. Alors Thierry nous dit, à 60 ans, je pratique depuis 1 an et demi, 10 heures d'entraînement par semaine, au moins 2 entraînements par sport. Mon âge impliquait plus de récupération que les plus jeunes. Alors je vois pas la suite de la question. J'essaie de la retrouver. Bon, j'arrive pas à trouver la fin de la question. Bon, on va laisser tomber. Thierry, essayez de la reposer de manière un peu plus synthétique. J'essaie d'y répondre un peu plus tard. Alors, Maximus, comment garder ses jambes au top malgré une sciatique? Course à pied impossible et vélo dur sauf home trainer. Alors, écoutez, la sciatique, effectivement, c'est un problème, je dirais, vertébral qui s'exprime avec une douleur qui irradie dans la jambe, hein, au niveau du fessier, puis dans l'arrière de la cuisse, au niveau ischio-jambier, qui peut descendre jusqu'au pied. C'est assez douloureux. Je dirais que quand on a une sciatique, bon, déjà, il faut soigner, hein, donc kinésithérapie, il faut faire tout le protocole, médecin du sport, kinésithérapie, ostéopathe, etc. Ça, c'est ultra prioritaire. Avant d'envisager de continuer à s'entraîner de manière intensive. Et puis, bon, une fois qu'on a fait les premiers soins, qu'on a essayé d'un petit peu de faire un passage au marbre, hein, pour s'assurer qu'il n'y avait pas de vertèbres déplacées, de bassins déplacés, etc. Et pour ça, les ostéopathes sont d'excellents conseils pour ce genre de situation. Je dirais qu'il y a une activité qui me semble particulièrement importante, c'est la natation. Parce qu'en natation, on est allongé, on est en microgravité, porté par l'eau. Voilà, donc on a tendance à étirer sa colonne vertébrale, à assouplir certaines articulations. Donc moi, je vous invite à nager, hein, assez régulièrement. Ne cherchez pas à aller courir, ne cherchez pas à faire du vélo intensif si c'est douloureux. En tout cas, dans un premier temps. Et puis voilà, avec les soins kiné-ostéo plus une activité de natation, voilà, ça peut se normaliser petit à petit. Mais ne forcez pas sur une sciatique douloureuse, ça risque d'être préjudiciable à plus long terme.
Alors, bicotidien, on en parle, point d'interrogation. Effectivement, l'entraînement bicotidien ou tricotidien, c'est une bonne manière d'augmenter la charge d'entraînement. Bon, par contre, il faut de la disponibilité, à la fois pour s'entraîner, mais aussi pour se reposer. Donc, c'est réservé à certains athlètes qui sont particulièrement disponibles, ou c'est réservé à des périodes de stage. Mais c'est très intéressant. Le fait d'avoir 2 entraînements par jour, ça peut être une excellente manière d'augmenter sa charge d'entraînement. Voilà, et comme on dit, des fois il vaut mieux faire 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, plutôt que de faire 4 heures d'affilée. Voilà, bon, tout dépend des objectifs, tout dépend du profil de l'athlète, mais il ne faut pas hésiter à faire du bicotidien, notamment quand on prépare un triathlon longue distance. Alors Franck nous demande quelle séance doit-on faire lorsqu'on peut faire une seule séance à pied par semaine, car sinon blessure, pour préparer un Ironman. Alors effectivement, préparer un Ironman en ne courant qu'une seule fois, ça peut être un petit peu délicat, mais c'est faisable. Pour moi, s'il y avait effectivement une séance à garder, ça serait déjà une séance d'enchaînement, hein, donc pourquoi pas voilà, courir après avoir pédalé, pour s'entraîner à la transition, pour s'entraîner à la transition qui est une des spécificités du triathlon. Et puis après, si effectivement on n'est pas dans une phase d'entraînement hyper spécifique avec des transitions, je pense qu'il faut quand même garder un peu de qualité. Donc tout ce qui est travail technique, travail de pied, travail de rythme, VMA, voilà, tout ce genre de choses, c'est intéressant pour garder des acquis sans pouvoir s'entraîner beaucoup. Bon, après j'ai pas d'informations sur la blessure, tout ça, donc je suis un peu dans le flou, mais je pense qu'on peut préparer un Ironman en courant assez peu. Bien entendu, l'objectif sera de finir l'Ironman et pas de faire une grosse perf, parce que pour faire une grosse perf sur Ironman, il faut quand même courir un peu et avoir de bonnes capacités à faire un marathon après une journée de sport. Alors Thibaut nous dit bonjour, tu parlais de blocs d'entraînement, même si cela nécessite d'être individualisé. Quels sont les conseils incontournables que tu donnerais concernant la durée et la composition? Alors, vaste question. Effectivement, les blocs d'entraînement, c'est quelque chose qui est individuel, parce que avec certains athlètes, on va faire des blocs 2 semaines d'entraînement, 1 semaine de récupération. Avec d'autres, ça va être du 3-1. Et puis avec des athlètes plus aguerris, ça va être du 4, 5 ou 6-1. Hein, donc déjà sur la durée du bloc, voilà, tout dépend du profil de l'athlète, homme, femme, court distance, longue distance, débutant, expert, voilà, tout ça, ça influe sur la durée des blocs. Le moment dans la saison influe aussi sur la durée des blocs, c'est clair. Maintenant, ça c'était pour l'aspect durée. Pour l'aspect composition, généralement en triathlon on ne peut pas tout entraîner en même temps, hein, donc on ne peut pas s'entraîner à faire je sais pas, de la puissance en natation, du très long en vélo et de la VMA à pied, parce que sinon on va droit dans le mur. Donc il faut essayer de donner des thèmes à chaque bloc, et notamment de peut-être mettre l'accent sur tel ou tel sport, dans le sens où on a tous des points forts et des points faibles, et il y a des moments où il faut savoir je dirais travailler ses points faibles, et des moments où il faut savoir renforcer ses points forts. Alors de manière extrêmement schématique, on dit que l'intersaison, la période hivernale est le bon moment pour travailler ses points faibles, hein, essayer de les améliorer un petit peu. Et quand on rentre dans la période d'entraînement plus spécifique, donc à partir de maintenant, là du printemps, il ne faut pas hésiter à renforcer ses points forts et à faire que ce soit des points encore plus forts. Voilà, donc tout ça, une planification à l'année, c'est quelque chose d'individuel. En tout cas, pour que ce soit cohérent, il faut que ce soit individuel. Et pour ça, il n'y a qu'un coach
qu'un préparateur physique expert qui pourra vous proposer un entraînement individuel. Et ce sera une belle aventure, donc n'hésitez pas à rejoindre et à contacter un coach professionnel pour vous aider et vous accompagner dans cette aventure de l'entraînement et de la préparation d'objectifs triathlon. Alors, donc il est 19h44, allez, encore un petit quart d'heure et puis on va s'arrêter. Amy nous demande conseil pour une tendinite du TFL, donc c'est ce qu'on appelle donc le tenseur du fascia lata sur le côté externe de la jambe, et donc avec une maladie, enfin une pathologie qu'on appelle le syndrome de l'essuie-glace, hein, qui est donc une tendinopathie du genou sur le côté latéral externe. Donc cette tendinite du TFL qui met beaucoup de temps à guérir. Je fais quotidiennement massage, étirement, musculation, foam roller. Je fais de la mésothérapie et des semelles et donc j'ai du mal à m'en sortir. Je dirais soigner une tendinite en général ça peut être un long processus et c'est parfois assez compliqué. Maintenant, pour ce qui est de la tendinite TFL, c'est souvent assez complexe parce que le TFL c'est une bande. Alors il y a une partie musculaire sur la partie haute au niveau du fessier, mais il y a toute une partie tendineuse sur le côté externe de la cuisse jusqu'au genou, et cette partie fibreuse, tendineuse, quand elle est inflammée, c'est compliqué à la faire évoluer. Je dirais qu'il faut maintenir un entraînement adapté qui ne génère pas de douleur, donc en pratiquant les activités qui ne sont pas douloureuses, donc je sais pas, la natation avec un pull boy, le vélo, pourquoi pas l'aquajogging, même si voilà, le gainage, etc. Donc il faut continuer à pratiquer parce que quand on continue à pratiquer une activité physique, un entraînement adapté, on va drainer les zones inflammées, on va apporter des nutriments, on va évacuer toutes les molécules qui génèrent de l'inflammation. Donc il faut essayer de maintenir un minimum syndical d'entraînement adapté, autant que possible. Maintenant, il faut faire des soins locaux. Et puis, comme toute pathologie inflammatoire, hein, tendinite, ça se finit par it, donc ça traduit une problématique inflammatoire. Il faut aussi s'intéresser si c'est vraiment récalcitrant, si ça s'inscrit dans la durée. Il faut aussi s'intéresser à tout ce qui peut générer l'inflammation, en particulier l'alimentation, en particulier tout le côté stress psychologique. Enfin, toutes ces choses-là, c'est des indications, c'est des choses sur lesquelles il faut un petit peu creuser pour essayer de soigner ça au plus rapidement possible. Quoi qu'il en soit, il faut être patient. À un moment ou à un autre, ça guérit, mais il faut prendre le temps de soigner ça comme il faut et faire un peu le deuil de certains objectifs. Mais ne pas forcer sur une inflammation aiguë, parce que c'est le meilleur moyen de tralarrer pendant de longues semaines. Comme je vous l'ai dit précédemment, la douleur c'est un signal d'alarme, il faut savoir l'écouter et adapter son entraînement. Alors j'en profite de petits focus sur la tendinite pour vous inviter à aller sur le site WTS, donc de ma société de coaching, et vous y trouverez sur le blog un article intitulé La tendinite n'existe pas. Alors c'est un titre un petit peu provocateur, mais qui en fait va vous donner 10 conseils d'ordre nutritionnel, d'ordre thérapeutique, d'ordre d'entraînement, de matériel pour soigner les tendinites. Donc allez sur le blog du site WTS, www.wts.fr, pour trouver cet article et puis plein d'autres articles sur l'entraînement, complémentaires bien entendu à tous ceux que vous pouvez trouver dans Trimax chaque mois. Alors Clément nous demande comment éviter une prise de masse musculaire due à la natation et surtout au vélo
pour ne pas régresser en course à pied et éviter les blessures suite à une prise de muscle trop importante? Alors effectivement, certains athlètes un peu charpentés, un peu costauds, peuvent prendre pas mal de masse musculaire avec la natation et le vélo. Je dirais que ça c'est assez problématique parce que quand on prend de la masse musculaire facilement, c'est lié à une physiologie individuelle qui est probablement qui s'exprime par une forte sécrétion hormonale de facteurs de croissance, de testostérone, d'hormones de croissance, etc. Et donc, dès qu'on stimule, il y a prise de masse musculaire. Bon, il faut essayer d'éviter tous les entraînements en force. Hein, donc, on va éviter les plaquettes, on va éviter les gros braquets, on va éviter la musculation lourde ou la musculation tout court. Voilà, on va être plus dans de l'endurance, des séances peut-être pas trop intensive. On va éviter bien entendu la prise de protéines après l'entraînement parce que quand on ajoute entraînement intense, entraînement de force et protéines, on peut assez rapidement prendre de la masse si on est, je dirais, si on a ce profil physiologique. Voilà. Et puis en parallèle, on peut essayer plutôt de faire des entraînements à jeun, de s'entraîner, de pas s'alimenter tout de suite après. Bon voilà, il y a des combinaisons entraînement-nutrition qui peuvent aider à éviter la prise de masse. Bon là encore, c'est très spécifique, faites-vous conseiller, mais globalement on va éviter de faire de l'haltérophilie ou du bodybuilding, et on va éviter tous les matériels type plaquettes, travail de force, etc. parce que tout ça, ça va contribuer à prendre de la masse. Et effectivement, plus on est lourd, plus c'est compliqué en vélo, en montée, et plus c'est compliqué en course à pied. Voilà, bon bah écoutez, je crois qu'on a fini avec toutes les questions du jour. Il est 19h51. Voilà, je vais peut-être en prendre une. Allez, j'en prends une dernière pour conclure sur le thème de la charge d'entraînement, pour je dirais finir sur une question très pratique et qui est comment retrouver l'envie après avoir enchaîné 2 Ironman. Alors effectivement, enchaîner 2 Ironman, alors je sais pas, peut-être c'est la même saison ou c'est peut-être à quelques mois d'intervalle. Effectivement, c'est une grosse contrainte physique, une grosse contrainte mentale. Et donc des fois on peut être un peu saturé, fatigué mentalement notamment après ces épreuves là. Je dirais que il faut prendre le temps de se reposer voilà, après une saison accès Ironman, il ne faut pas hésiter à prendre un bon mois de repos complet, ou en tout cas de repos, de récup active. Et puis je dirais que en fait la problématique elle est surtout mentale, puisque qui dit envie dit motivation, dit mental. Il faut peut-être revenir à des activités qu'on prend plaisir à pratiquer, donc d'autres sports un peu alternatifs, des activités de montagne, la randonnée, le VTT, le gravel, le trail, voilà, de revenir à des activités un peu différentes de l'entraînement triathlon Ironman classique, pour justement se changer un peu les idées, découvrir de nouvelles choses, et donc ensuite, quand l'énergie revient et que l'envie revient, repartir sur d'autres projets sportifs, d'autres objectifs et pourquoi pas d'autres Ironman. Donc voilà, mais et ça bouclera la boucle de cette intervention, de ce live. Voilà, qui dit entraînement dit récupération, qui dit saison dense, tant sur le plan de l'entraînement que sur le plan des compétitions, dit à un moment ou à un autre coupure, récupération. Et effectivement, quand on a fait une grosse saison de triathlon et 2 Ironman à la clé, il ne faut pas hésiter à faire une belle coupure pour retrouver l'envie et repartir vers de nouvelles aventures triathlétiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
N'hésitez pas à aller lire l'article intitulé No Pain No Gain. Donc c'est vraiment un article axé entraînement dans le dernier Trimax Magazine, Trimax numéro 162. Et puis moi je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau thème sur le triathlon, l'entraînement, la nutrition. Voilà, on vous en fera part prochainement. Et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des conseils en entraînement, si vous souhaitez des plans d'entraînement personnalisés, si vous voulez qu'on vous aide à préparer vos prochains objectifs. N'hésitez pas à nous contacter via le site WTS, donc www.wts.fr.